Une odeur âcre de vinaigre, de métal chaud et de sang. Voilà ce qu'était la vie d'une légion romaine après une bataille. Au milieu du bruit et des gémissements des blessés, sous le son des pas des brancardiers, un soldat criait non pas de douleur, mais d'horreur. Il est encore en vie, et à ce moment-là, un homme en chiton blanc s'approchait déjà de lui, non pas avec un bouclier, mais avec un couteau et une éponge. Ce n'était pas un bourreau, mais celui qui devait sauver. Mais comment sauver si le remède est le fer rougi au feu? Comment survivre quand le traitement commence par la fumée et le sifflement d'une lame incandescente? Et qu'est-ce qui rendait ces hommes capables non seulement de supporter, mais de croire que la douleur sauve? La réponse à cela est cachée au cœur de la discipline romaine, là où la médecine était le prolongement de la guerre. Selon le témoignage de l'historien romain Cels, les médecins des légions ne craignaient pas le sang. Ils agissaient rapidement, presque mécaniquement. Ils lavaient la plaie avec du vinaigre, la recouvraient d'une poudre d'herbe, puis la cautérisaient avec du fer pour arrêter le sang et tuer le mauvais souffle. C'est ainsi qu'ils appelaient l'infection. Ce n'était pas un rituel cruel, mais la science de leur temps. Les choses que nous appellerions aujourd'hui des antiseptiques étaient alors des armes contre la mort elle-même. Dans l'armée, les médecins étaient appelés les medici, mais tous n'étaient pas des savants. La plupart venaient des rangs des soldats. Un medicus n'était pas seulement un médecin traitant, c'était un guerrier habitué à la douleur, qui savait que les secondes décident de tout. Si la plaie n'était pas cautérisée, l'homme mourrait de fièvre. Si elle l'était, il resterait en vie, mais se souviendrait à jamais de l'odeur de la peau brûlée. Imaginez le fer chauffé à blanc. Un cri, un éclair de douleur et le silence. Dans cet instant se confondaient vie et mort, discipline et peur. Pour les Romains, c'était un acte de purification, presque sacré. Leur corps devait être intact, leur esprit inébranlable. Même après une blessure, le légionnaire était tenu de retourner dans les rangs. Des archéologues ont trouvé les vestiges d'instruments médicaux, scalpels, pinces, aiguilles, et même des sondes métalliques dans un camp militaire près de Vindobona, l'actuelle Vienne. Ces découvertes confirment que les médecins romains possédaient tout un arsenal, une forge miniature de vie. Chaque objet était affûté, comme une arme, et entre leurs mains, l'acier servait non pas à tuer, mais à guérir. Mais derrière toute cette précision se cachait une autre question. Qui soignait les Médicis eux-mêmes, quand la guerre ne prenait pas fin? Car sous le manteau du médecin se dissimulait la même fatigue, la même peur avant un nouveau cri, le même sifflement du fer sur la chair. Ainsi commençait l'histoire de l'hôpital romain, en un lieu où la guerre rencontrait la science et l'homme sa propre endurance. C'est ici, parmi les salles et l'odeur de vinaigre, que la médecine romaine a accompli ce que de nombreux empires n'ont pas réussi à faire, transformer la douleur en instrument de survie. Et l'instant d'après, nous verrons comment cette machine de guérison fonctionnait de l'intérieur, comment la légion savait se soigner elle-même, tel un corps vivant, où chaque blessure avait son propre rituel. Quand le soleil se levait sur le camp, l'hôpital romain, le Valetudinarium, vivait déjà sa vie particulière. Son silence n'était pas un repos. On y entendait des gémissements étouffés, le cliquetis des instruments, le froissement des tissus et l'odeur de vinaigre imprégnée dans les pierres. Le Valetudinarium, c'est ainsi qu'on appelait l'hôpital militaire, un lieu où la guerre se poursuivait sans épée. Ce n'était pas une simple tente. Chaque bâtiment avait une structure rigoureuse, calculée avec le même pédantisme romain que les fortifications. Des murs en pierre, des rangées de lits allongés, des canaux pour l'évacuation de l'eau et du sang, tout était subordonné à la logique de l'ordre, parce que même la douleur devait être organisée. Les archéologues ont découvert de tels hôpitaux à Carnuntum, en Bretagne, et près de Lugdunum. Leur plan est presque identique. Un long couloir, de part et d'autre duquel se trouvaient des chambres de 6 lits chacune. La partie centrale, la salle d'opération, où se trouvaient des récipients en bronze remplis de vinaigre et des éponges faites d'herbes marines. Ces éponges n'étaient pas de simples chiffons. Elles absorbaient une solution antiseptique avec laquelle on lavait les plaies. Le vinaigre agissait comme un stérilisateur, tuant la putréfaction, bien avant que l'humanité ne connaisse les microbes. Des médecins de différents niveaux travaillaient ici. Au-dessus de tous se trouvait l'archiaté, le médecin en chef de la légion, presque un officier militaire. En dessous, les capsarii, des assistants qui transportaient les blessés et les pansaient. Ils portaient à la ceinture des sacs en cuir contenant des bandages, des éponges, de la poudre de minerai de cuivre, un autre antiseptique ancien. Pour eux, la mort faisait partie de la routine, comme le changement de garde. Quand l'un mourait, il tournait simplement le corps sur le côté pour faire de la place au suivant. Le processus de traitement lui-même ressemblait à un rite. Les soldats étaient transportés sur des brancards, des férétras,
des cadres en bois avec des sangles tendues. On le posait sur une table en pierre, le maintenait avec des sangles, et commençait ce que les légionnaires eux-mêmes appelaient l'épreuve du courage. Le médecin examinait la plaie. Si l'os était brisé, amputation. Si la coupure était profonde, cautérisation. Entraient en jeu des crochets de fer rougi au feu, des pinces en cuivre, des onguents à base de résine et de vin. Le vin remplaçait l'anesthésie, mais plus souvent, il ne faisait qu'atténuer le cri. Celle s'écrivait qu'un vrai médecin ne devait être ni doux ni hésitant, mais sûr de son coup, comme un bourreau. Ce principe froid déterminait tout. La vie du patient ne dépendait pas de la pitié, mais de la précision de la main. Chaque incision, chaque suture était un pas entre la vie et la mort. Parmi les instruments des Romains se trouvait un objet particulier, un cathéter en bronze, un tube fin, utilisé en cas de lésion de la vessie. Il existe des preuves que même des opérations sur le crâne, des trépanations, étaient pratiquées dans les hôpitaux militaires et que certains patients survivaient. Sur les crânes trouvés à Nîmes et en Gaule britannique, on peut voir des traces de cicatrisation. Cela signifie que ces opérations n'étaient pas des expériences aléatoires. Elles étaient soutenues par un système transmis de légion en légion. Les médecins de Rome provenaient souvent des provinces grecques, où les traditions d'Hippocrate s'entremêlaient avec la pratique du champ de bataille. Ils écrivaient des traités, mais leur véritable sagesse naissait non pas dans les bibliothèques, mais dans l'odeur du sang et du vinaigre. Pour eux, la médecine était le prolongement de la discipline. Celui qui soignait devait être aussi résistant que celui qui combattait. Mais il y avait aussi d'autres héros invisibles de ce système, les officiers sanitaires, responsables de la propreté du camp. Dans un camp romain, chaque fossé, chaque fosse avait sa place. L'eau s'écoulait strictement dans une direction afin de ne pas revenir vers les tentes. Même les déchets étaient évacués selon un calendrier. Cela semblait être un détail, mais c'est précisément la discipline sanitaire qui sauvait plus de vies que le fer rougi au feu. Des historiens modernes, tels que Goldsworthy, estiment que l'armée romaine a vaincu non seulement par l'épée, mais aussi par la propreté. Imaginez seulement, chaque cuillère de vinaigre, chaque éponge, chaque goutte de résine bouillante, le résultat de siècles d'expérience. Mais cet ordre reposait sur une seule loi. Le corps du soldat appartenait à l'Empire. Il était soigné non par compassion, mais par calcul. Le légionnaire devait retourner au combat. Et moins il passait de temps à l'hôpital, mieux c'était pour l'armée. C'est là que résidait l'essence de l'approche romaine de la médecine. Guérir pour renvoyer au combat. Et plus le valetudinarium fonctionnait bien, plus l'Empire lui-même pouvait vivre longtemps, car chaque légionnaire soigné était une brique dans ses murs. Mais que se passait-il lorsque ces murs devenaient trop nombreux, lorsque le sang ne s'arrêtait plus, même avec le fer rougi au feu, et que la discipline se fissurait sous le poids de la peur? Quand les médecins ont-ils compris pour la première fois que l'Empire commençait à souffrir, tout comme leurs soldats? La bataille n'était pas seulement un affrontement d'épée, mais aussi un examen pour la médecine. Quand la Légion entrait au combat, un médicus marchait toujours à côté du tribun, un sac en cuir contenant des éponges, des pinces et du vinaigre suspendus à son épaule. Son poste n'était pas dans les rangs, mais derrière les centuris, au bord même du champ de la mort. C'est là même où la poussière se mêlait au sang, que naissait la véritable chirurgie romaine. Quand les lignes se brisaient, quand le corps sonnait la retraite, commençait le travail de ceux qui ne portaient pas de casque, mais sauvaient plus de vies que n'importe quel chef militaire. L'historien Végès écrivait que les Romains ne laissaient pas leurs blessés car chaque soldat est une partie de l'armée, et l'armée est un corps unique. Ainsi fonctionnait la loi de l'Empire. En perdre un, c'est affaiblir tous. Après le combat, les soldats portaient les corps de leurs camarades vers les tentes. Les morts étaient placés à droite, les vivants à gauche. Ceux qui avaient été triés commençaient à être traités avec des éponges imbibées de vinaigre, et de l'eau était donnée aux mourants s'il en restait. Ce n'était pas de la pitié, c'était un système. Parmi les Medici, il existait une règle tacite. On soigne en premier ceux qui peuvent retourner au combat, une condition sévère, mais nécessaire. Les Capsarii, les jeunes auxiliaires sanitaires, le déterminaient d'un regard. Si le soldat respirait régulièrement, si l'os n'était pas brisé, il était pris en charge. Si ses yeux se vitrifiaient, il passait leur chemin. Le but n'était pas de sauver tout le monde, mais de préserver l'armée. Parfois, le combat se transformait en catastrophe, et l'hôpital ne suffisait pas. Alors les médecins devaient improviser. Les historiens mentionnent un cas lors du siège de Jérusalem où les légionnaires, n'ayant pas d'instruments en fer, cautérisaient les plaies avec des charbons ardents. C'était une démarche désespérée, mais efficace. Le vinaigre, avec lequel ils lavaient la peau, sifflait sur les brûlures.
L'odeur était insoutenable, mais c'est précisément ce mélange de douleur et d'acide qui arrêtait la putréfaction. L'un des instruments les plus effrayants s'appelait la ferra. C'était une tige de fer que l'on chauffait dans les braises, puis que l'on appliquait sur l'endroit qui saignait. Le sifflement était un signe de vie. Si le son disparaissait, cela signifiait que le sang avait coagulé, et le soldat survivrait. Pour les légionnaires, c'était le son du salut. Presque chaque manipulation sur le terrain était effectuée sans anesthésie. Du vin bien sûr était donné, mais le plus souvent, cela aidait simplement à s'oublier. Ceux qui survivaient racontaient qu'ils entendaient leur propre peau, comme si elle chantait sous le fer. Certains perdaient connaissance, et c'est précisément cela qui les sauvait de la douleur. Le terme que les Romains appliquaient à de telles procédures était le cauterium, la cautérisation. En lui s'unissaient l'horreur et le salut. Le cauterium ne se contentait pas d'arrêter le sang, il purifiait le corps du mauvais esprit de la maladie. Pour un Romain, la maladie était un ennemi. Il fallait la vaincre de la même manière qu'un barbare. Quand le champ de bataille était nettoyé, les corps étaient retirés. Mais le travail des Médicis ne s'arrêtait pas. L'hôpital se remplissait rapidement, et c'est là que commençait le véritable miracle de la logistique romaine. Chaque hôpital tenait une liste de recensement des blessés. Les scribes enregistraient qui était de quelle cohorte, ce qui lui avait été fait, quand il pourrait retourner dans les rangs. Cet ordre étonne même les historiens militaires modernes. Une armée, capable de tenir des comptes au milieu du chaos du sang et de la mort, était une machine, où l'homme devenait un détail. Mais un détail nécessaire. Les fouilles archéologiques dans les camps germaniques ont montré que de nombreux os trouvés dans les zones médicales portent des traces d'amputation nettes et même de tentatives de prothèses. De simples prothèses en bois ou en bronze, grossières mais fonctionnelles. Cela signifie qu'un légionnaire ayant perdu un bras était toujours considéré comme faisant partie de l'Empire. Il pouvait former des recrues, effectuer des tâches d'intendance, garder les entrepôts. Même après la perte, le corps restait utile. Les médecins de l'époque ne connaissaient pas le mot « réhabilitation », mais comprenaient qu'une personne qui avait survécu devait être occupée. L'inactivité pour un Romain était la pire maladie. C'est pourquoi les convalescents étaient envoyés travailler au camp, nettoyer les armes, creuser des fossés. La douleur s'émoussait par le travail. Tacite écrivait que le Romain méprise la faiblesse du corps, car son esprit doit être plus fort que la douleur. Ce n'était pas une simple phrase. C'était le credo d'une civilisation où la souffrance était considérée comme faisant partie du service. Le légionnaire, ayant traversé le fer rougi au feu, revenait différent. Non pas simplement un survivant, mais endurci au sens propre du terme. Mais ce système avait une ombre. Parfois le fer rougi au feu sauvait le corps, mais brisait l'esprit. Il y avait ceux qui ne pouvaient plus tenir l'épée, qui craignaient le feu, qui s'enfermaient dans le silence des salles. Personne n'écrivait sur eux. Ils n'étaient pas inscrits dans les rapports. L'Empire soignait la chair, mais pas l'âme. Et pourtant, même dans cette cruauté, se faisait sentir une étrange humanité. Parce qu'à chaque fois que le médecin levait le fer incandescent, il ne luttait pas seulement pour le soldat, il luttait pour Rome. Mais que se passa-t-il quand l'Empire lui-même commença à avoir besoin de traitement, quand ses blessures commencèrent à suppurer de l'intérieur, et que le fer rougi au feu ne l'aidait même plus? Au milieu du IIe siècle de notre ère, Rome était à l'apogée de sa puissance. Mais sous sa peau de marbre commençaient déjà les putréfactions. L'Empire, habitué à soigner les soldats avec du fer rougi au feu, avait lui-même besoin de cautérisation. Sur les routes où marchaient auparavant les légions, se déplaçaient maintenant des malades et des réfugiés. Les épidémies, qui seront plus tard appelées la peste antonine, ont tout envahi, de Damas à la Bretagne. Selon les témoignages de Cassius Dion, les corps pourrissaient directement dans les hôpitaux, et les médecins, n'ayant pas d'explication, cautérisaient les plaies toujours de la même manière, avec du fer, du vinaigre et la prière. Mais le système, une fois créé pour la guerre, savait s'adapter. Les valetudinariats se transformaient en centres de quarantaine. Ils les construisaient en dehors des camps, les entouraient de fossés afin d'empêcher la propagation de la maladie. L'entrée était gardée par des légionnaires armés. La maladie était devenue un ennemi contre lequel on postait aussi une sentinelle. À l'intérieur, le travail battait son plein. Les éponges étaient désormais utilisées non seulement pour nettoyer les plaies, mais aussi pour purifier l'air, en les brûlant après chaque usage. Les découvertes archéologiques en Syrie le confirment. Éponges et bandages sont souvent trouvés dans des fosses avec du charbon. Cela signifie qu'ils étaient effectivement brûlés.
dans une tentative d'arrêter la contagion. Le terme qui entra alors en usage était contagium, toucher, infection. Les Romains ne connaissaient pas les microbes, mais ils sentaient que la maladie se transmettait par contact. C'est pourquoi dans les hôpitaux, on commença à utiliser la fumée de genièvre et de soufre, croyant qu'elle purifiait l'air. C'était le premier prototype de désinfection sanitaire. Les médecins ne comprenaient pas l'essence du processus, mais la méthode fonctionnait. Le taux de mortalité parmi le personnel diminuait. Dans ces hôpitaux, il n'y avait pas que des Romains qui travaillaient. Après les réformes d'Adrien, les Médicis venaient souvent des provinces orientales, Syrie, Égypte, Grèce. Ils apportaient leurs connaissances, des onguents à base de myrrhe, des huiles de romarin, des infusions d'opium. Pour les blessés, c'était presque un miracle. Le vin, le vinaigre et le fer rougi au feu restaient la base, mais s'y ajoutait quelque chose de doux, presque humain. Les guerriers, habitués à la douleur, ressentaient pour la première fois de la tension. Mais c'est précisément à cette période qu'il devint clair que la médecine de Rome ne pouvait pas tout guérir. Un soldat blessé à une lointaine frontière ne pouvait plus être transporté à l'hôpital à temps. Les distances de l'Empire augmentaient plus vite que ses routes. C'est pourquoi dans les légions, on commença à créer des unités médicales de campagne, des équivalents primitifs des hôpitaux mobiles. Chaque unité disposait désormais de son propre ensemble de pansements et d'un ou deux capsaris. Ils soignaient directement sur le champ, sous la pluie, sous les flèches, parfois dans la boue. C'était le premier pas vers ce que l'on appelle aujourd'hui la médecine de guerre. Selon les descriptions de l'historien Galien, qui servit sous Marc Aurèle, les médecins militaires commencèrent à utiliser de nouveaux instruments, des seringues en bronze pour nettoyer le pus, de fines aiguilles pour poser des sutures en fil de lin. Il écrivait que les plaies ne devaient pas seulement être cautérisées, mais nettoyées jusqu'à ce que le corps respire la fraîcheur. Pour son époque, c'était une approche presque révolutionnaire. Le concept de nettoyage et de restauration apparut pour la première fois, et non plus seulement l'arrêt du sang. Galien remarqua également que de nombreuses maladies des soldats ne provenaient pas de l'épée, mais de la fatigue et de la faim. La ration du légionnaire était précise, à l'once près. Céréales, vin, vinaigre, viande salée. Mais dans les campagnes lointaines, lorsque l'approvisionnement se brisait, la ration se transformait en supplice. Alors la maladie ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Scorbut, épuisement, fièvre. Les médecins écrivaient que le corps devenait comme un mur de forteresse affaibli. Pour le sauver, il ne fallait pas du fer et du feu, mais du pain et de l'eau. Mais l'Empire ne pouvait plus nourrir tous ses défenseurs. À chaque décennie, la médecine reflétait de plus en plus l'état de l'État. Les valétudinariats devinrent plus petits, les ressources plus maigres, les médecins plus pauvres. Quand les frontières s'effondraient, l'ordre à l'intérieur des salles s'effondrait aussi. Parfois, seuls les vieillards et les blessés restaient dans les hôpitaux, se soignant mutuellement. Les chroniques racontent que d'anciens légionnaires, connaissant les bases des pansements, enseignaient aux jeunes esclaves à soigner les brûlures et les luxations. Ainsi, l'ancienne médecine militaire se transformait en médecine populaire. Et pourtant, même dans son déclin, elle conservait une étonnante vitalité. Parce que quelque part au fond de ce système brûlait la vieille idée romaine. La vie est un devoir envers l'Empire, qu'elle soit faible, blessée, mais toujours la vie. Même quand le fer rougi au feu perdait de sa force, l'esprit des médecins restait de fer. Mais c'est précisément dans ce contraste entre la chair brûlée et l'esprit qui s'épuise que se cachait le symbole de la fin d'une époque. L'Empire qui soignait autrefois ses blessures avec du vinaigre et de la discipline gémissait maintenant lui-même, comme un soldat sur une table de pierre. Et plus les médecins cautérisaient ses ulcères, plus il devenait évident. La maladie avait pénétré plus profondément que la peau. Vers la fin du IIIe siècle de notre ère, les guerriers revenant des fronts germaniques et orientaux apportaient avec eux non seulement des blessures, mais aussi une expérience transformée en système. La médecine romaine, qui avait commencé comme un ensemble de techniques de campagne, était désormais devenue une partie de la doctrine militaire. L'hôpital, le valetudinarium, n'était plus un refuge temporaire. Il était devenu une institution permanente, intégrée à l'infrastructure de la Légion. Sur ces plans, trouvés dans les camps près de Mayence et de Numidie, on voit comment il était relié à la forge, à la cuisine et au temple, comme si la santé du soldat exigeait non seulement des couteaux et des onguents, mais aussi de la nourriture et de la prière. Chaque détail avait un sens. Près des salles se trouvait obligatoirement une source d'eau carrelée, afin qu'elle ne soit pas contaminée. Le sang et les solutions de lavage s'écoulaient dans des canaux séparés, menant à des fosses d'évacuation, et les murs des hôpitaux étaient recouverts de chaux, croyant que la couleur blanche repoussait la maladie. Même le vent était utilisé consciemment.
Les bâtiments étaient orientés de manière à ce que l'air circule en courant d'air, une ventilation ancienne, mais efficace. Parallèlement, la psychologie du traitement changeait également. Si à l'époque de Cels, le médecin était presque un bourreau, il devenait désormais un gardien de la vie. Un respect pour le processus de guérison lui-même est apparu. Sur les pierres tombales de médecins de Lugdunum et de Ravenne, on peut lire des inscriptions. Il en a ramené beaucoup au service. Bref, mais avec fierté. La médecine cessait d'être un métier de douleur pour devenir une profession. Le terme qui s'imposa alors fut chirurgus, celui qui travaille de ses mains. Pas un philosophe, pas un magicien, mais un maître de la chair. Le chirurgus ne se contentait plus de cautériser les plaies. Il suturait les tendons, réduisait les os, retirait les flèches. Certaines opérations sont décrites par Galien avec une telle précision qu'elles pourraient être reproduites même aujourd'hui. Il enseignait que le corps est un mécanisme et le médecin, son technicien. Pour un empire bâti sur l'ordre et la discipline, c'était une métaphore idéale. Mais cette rationalité avait un revers. Plus la médecine devenait parfaite, plus elle utilisait l'homme sans pitié. Le légionnaire n'avait plus le droit de mourir d'une blessure s'il pouvait vivre. On le tirait de la mort pour le renvoyer au service, même si son corps était brisé. Des lettres d'un centurion trouvé en Égypte racontent comment les survivants gravement mutilés étaient affectés à des postes secondaires, sentinelles, artisans, courriers. On les appelait les invalidis, les incomplets, mais toujours utiles. Il est difficile d'imaginer la douleur que ces gens ont endurée. Certains d'entre eux perdaient des membres, mais restaient fidèles à leur serment. Pour eux, l'hôpital n'était pas un lieu de repos, mais une forge où leur corps était reforgé. Rome ne créait pas seulement une armée, mais un mécanisme d'auto-restauration. Même la souffrance se transformait en fonction. Les données archéologiques confirment qu'à cette période, davantage d'instruments de reconstruction sont apparus. Des plaques métalliques pour les os, des attelles en bois avec des fermoirs en bronze. Dans l'un des hôpitaux de Capoue, un ensemble de 6 prothèses différentes a été trouvé. Des doigts à une jambe entière. Cela prouve que les médecins ne se contentaient plus de sauver des vies, mais tentaient de rendre au corps sa forme perdue. Pour le monde antique, c'était un pas presque incroyable. Pendant ce temps, le chaos s'intensifiait aux frontières de l'Empire. À chaque décennie, les guerres devenaient plus nombreuses, et les médecins moins nombreux. On n'avait pas le temps de former les jeunes Medici. Et pourtant, Rome tenait bon, car sa médecine était intégrée à l'idée même de l'armée. Même si une légion était brisée, ses survivants pouvaient se soigner mutuellement. Sur les ruines des hôpitaux, les archéologues ont trouvé non seulement des instruments, mais aussi des inscriptions faites de la main des soldats. Le fer sauve. Cette simple phrase transmettait tout le sens de leur foi. Mais derrière cette foi se cachait la fatigue. Quand les guerres s'étiraient sur des années, les blessés revenaient dans les mêmes hôpitaux. Là où résonnait autrefois le cliquetis des instruments, on entendait maintenant la toux des vieux légionnaires. La douleur cessa d'être temporaire. Elle devint un mode de vie. Les médecins ne distinguaient plus qui ils soignaient, un soldat ou une ombre. Néanmoins, c'est précisément durant ces années que naquit quelque chose de nouveau, l'embryon de ce qui sera plus tard appelé la psychiatrie militaire. Certains Medici écrivaient sur la tremblante après le combat, sur les rêves où le blessé voit la flamme du fer. À l'époque, personne ne pouvait l'expliquer, mais les médecins eux-mêmes commencèrent à remarquer que toutes les blessures n'étaient pas sur le corps. Certaines étaient dans l'esprit. Et pour la première fois dans l'histoire romaine, on commença à utiliser le repos comme traitement. Les patients étaient envoyés dans le sud, à la mer, respirer l'air de la tranquillité. Une mesure simple, mais qui sauvait plus que le fer rougi au feu. Et pourtant, quiconque avait ne serait-ce qu'une fois subi la cautérisation portait à jamais en lui le souvenir de ce son, le sifflement qui séparait la vie de la mort. Pour ces gens, l'hôpital était un temple de la douleur, mais aussi un lieu de renaissance. L'Empire pouvait s'effondrer, les villes brûler, les légions disparaître, mais là où le fer brûlait, la vie persistait. Et tandis que le dernier charbon rougeoyait à Rome dans l'un des hôpitaux sous les cris des blessés et l'odeur de vinaigre, quelqu'un levait de nouveau le fer vers le feu. L'Empire craquait, mais ses mains soignaient encore. Et ce son, court, rauque, comme le souffle d'un soldat, devenait le symbole du dernier souffle de Rome. Quand l'Empire d'Occident commença à s'effondrer, la médecine ne mourut pas avec lui. Elle se fondit dans de nouveaux mondes. Les valétudinariens se vidèrent, mais leurs murs ne disparurent pas. Des moines s'installèrent dans les anciens hôpitaux, les transformant en refuge pour les malades et les pèlerins. Le changement fut presque imperceptible. Là où l'on cautérisait autrefois avec du fer, on lisait maintenant des psaumes. Au lieu du vinaigre, de l'eau bénite. Au lieu de l'éponge, la prière.
Mais l'essence restait la même. Sauver le corps pour sauver l'âme. Les vétérans des légions, partis dans les villages et les forteresses, emportèrent leurs connaissances. Ils enseignaient comment traiter une plaie avec du vin, comment la panser avec du lin grillé, comment surveiller la propreté de l'eau. Ces techniques simples ont traversé les siècles. Les guérisseurs médiévaux, ignorant leur origine, répétaient les pratiques romaines presque mot pour mot. Même le mot hospitalis, hospitalier, est né de ces mêmes hôpitaux. Et pourtant, quelque chose avait changé. La médecine, autrefois militaire, devint spirituelle. Le but n'était plus de ramener l'homme au combat, mais de lui permettre de mourir avec une prière. La cautérisation au fer devint rare. Elle fut remplacée par les herbes et la foi. Mais les archéologues trouvent des traces. Dans les sous-sols des monastères sont conservés les mêmes instruments que dans les hôpitaux romains, seulement recouverts de croix. Le fer n'a pas disparu. Il est devenu un symbole de la crucifixion. Ainsi s'est achevé le cycle, commencé avec la Légion et la lame rougie au feu. Rome a enseigné à l'humanité à soigner non par miséricorde, mais par devoir, et ce devoir a survécu à l'Empire. Chaque fois qu'un médecin touche une blessure, dans ce mouvement, l'ombre d'un ancien chirurgien, penché sur un soldat sous la chaleur d'une torche. L'Empire est mort, mais sa médecine est restée entre les mains de ceux qui savaient. Le salut exige la douleur. Et c'est pourquoi, tant que le feu brûle et que le souffle résonne, la science romaine est toujours vivante, dans chaque geste, dans chaque bandage, dans chaque son du fer touchant la chair.